Donc, dans cette section-ci, qui est la section numéro 7, on se penche sur une question extrêmement intéressante, en fait, et qui va nous permettre d'entrer un petit peu dans le monde de l'imaginaire d'une certaine manière, mais dans un imaginaire qui se veut très lié avec le réel. Hein? En ce sens qu'il y a plusieurs personnes dans le monde qui ont imaginé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des institutions où on utiliserait le tirage au sort. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des institutions permanentes dans l'État, là, dans lesquelles le tirage au sort sera un mécanisme utilisé de manière régulière. Et, donc, ces différentes personnes-là hein, nous mettent en place, si on peut dire, au niveau de la pensée, hein, un système institutionnel bien différent de celui qui existe présentement. Hein. Et ce qui est bien intéressant, hein, c'est que les 5 réflexions dont on va discuter ici, hein, il y en a plusieurs, là, mais les 5 que j'ai retenues sont, à mon avis, les principales et jusqu'à connaissance du contraire, les plus approfondies. Hein. Et ces 5 visions-là hein, nous amènent d'une certaine manière dans un type d'état différent, mais où on fait usage du tirage au sort. Hein. Et donc, ça nous permet de se reposer en tant que constitutionnaliste expert ou constitutionnaliste citoyen, hein, la question de quelles institutions politiques finalement on veut. Il y a différents types de propositions et on peut les classer d'une certaine manière de celles qui se rapprochent le plus de ce qui existe présentement, hein, de celles donc où l'élément électoral est plus important et de la proposition des propositions où l'élément tirage au sort là, prend une prééminence majeure ou même totale. Hein, en ce sens qu'il y a un des 5 modèles où une des personnes s'est imaginé en fait qu'est-ce qui se passerait si on n'utiliserait juste pas les élections. Hein? S'il y aurait juste le tirage au sort comme mécanisme de sélection politique dans nos États modernes. Et cette proposition-là, bien sûr, l'avantage hein, de nous projeter, dans ce cas-là, dans un monde un petit peu bien différent du nôtre. Hein? Pour ce qui est des autres personnes, la plupart, ou pratiquement tous, là, j'essaie de, finalement, les 4 autres, hein, vont nous proposer une conciliation entre les institutions tirées au sort et les institutions élues qui est variable. Hein? Mais même à l'intérieur de ces 4 modèles-là, il y a évidemment des différences majeures. Avant même d'arriver à se poser la question des modèles, hein, on peut peut-être se poser une autre question, ou du moins situer le débat d'une certaine manière. Hein. C'est comme on a expliqué précédemment, hein, notamment dans la section 2, puis on a discuté du pouvoir constitutionnel et un peu du tirage au sort. Hein. Dans la section 3, on a présenté ce que j'appelle dans le système que moi je mets de l'avant, hein, la clé de voûte de ce système-là, qui est l'Assemblée constitutionnelle, dans ce cas-ci l'Assemblée constitutionnelle du Québec. Et c'est ça. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Et donc, c'est un petit peu implicite déjà à ce moment-là, hein, mais ici, on peut se poser une question de manière plus déterminée puis plus exacte. C'est finalement quelle place des institutions constituées de citoyens et citoyennes tirés au sort peuvent ou doivent avoir dans nos systèmes politiques. Hein? Comme je vous le disais, il y a des gens qui vont dire finissons-en avec les élections. Ça ne marche pas, juste le tirage au sort. Il y a d'autres gens qui vont dire on va concilier les deux de différentes manières. Mais la question fondamentale qui a à se poser, hein, c'est finalement cet outil-là, ce mécanisme-là du tirage au sort, quelle place il devrait ou il peut, ou quelle place aussi, mais plus fondamentalement, quelle place doit avoir hein, cet outil-là dans nos systèmes politiques. Et donc, les différents modèles hein, que je vais vous présenter répondent chacun à leur manière. Chacun de ces modèles-là répond à sa manière à cette question-là.
Et bon, il y a peut-être quelques autres réflexions préliminaires qui ne sont pas inintéressantes de mentionner. Hein. Les 5 modèles que je vais vous proposer ont évolué probablement à 75-80% en tant que modèles conçus de manière indépendante. C'est-à-dire que les personnes qui ont conçu ces modèles-là n'avaient pas connaissance des autres au moment de les concevoir, ou dans la grande majorité des cas, ou même s'il y avait un peu connaissance des autres pour certains, se sont permis un effort ou disons se sont attelés à une tâche de vraiment créer quelque chose d'original. Hein. Mais dans la grande majorité des cas, hein, il n'y avait pas une réponse à quelqu'un d'autre, si on peut dire, ou à un autre modèle préexistant. Hein. Et donc, il y avait vraiment, si on peut dire, un effort de création libre, hein, qui s'est produit et qui a donné donc des modèles sensiblement différents. Et aussi, hein, on peut noter que à travers, dans les 5 créateurs en question, hein, les 5 personnes qui ont mis de l'avant des modèles comme qu'on va discuter bientôt, hein, qu'on va discuter dans la partie présente, on peut dire qu'il y a à peu près une moitié, hein, qui se situe hors des rangs du monde académique, hein, et une autre moitié qui se situe à l'intérieur de ces rangs-là. Évidemment, il y a des gens qui sont ils ont un pied dans un monde, un pied dans l'autre, hein, mais ce que je veux souligner ici, c'est que finalement, il est intéressant, hein, de noter que ces premiers jalons-là dans la création d'institutions comme celle-là se situent en bonne partie à l'extérieur des rangs de l'université, donc à l'extérieur des rangs de l'institution dominante de la pensée dans la culture occidentale notamment, mais ailleurs aussi. Et donc, ça justifie un peu, ou du moins ça appuie un petit peu l'idée que je débattais dans la partie 6, hein, à l'effet qu'il y a beaucoup de création qui se fait à l'extérieur des rangs du monde plus formellement savant qui est celui de l'université. Hein, et qu'il faut être vigilant en tant que citoyen de ne pas trop attribuer d'importance nécessairement au titre universitaire, au statut universitaire, et de bien comprendre que dans une société comme la nôtre, de plus en plus, hein, on va avoir des créateurs ou des penseurs ou des intellectuels qui se situent volontairement, hein, à l'extérieur de ce monde-là. Il y a par ailleurs un titre qui parfois certaines personnes s'accolent, hein, qui est celui d'académique indépendant, c'est-à-dire de personnes qui, disons, ont le calibre d'un universitaire, entre guillemets, là, ou disons s'intéressent aux questions qui habituellement seraient à l'université, mais le font tout en étant hors de ces sphères-là par un goût d'indépendance essentiellement, ou une nécessité ressentie, hein, de ne pas intégrer nécessairement ces milieux-là. Et c'est important, hein, pour parce que bien sûr, tu sais, la plupart des personnes vont avoir tendance à rechercher une autorité intellectuelle dans ce cas-ci. Hein. Et puis le titre de professeur ou de chercheur ou d'universitaire est bien sûr, hein, une forme d'autorité comme celle-là, mais il faut être vigilant pour être capable de chercher à discriminer, finalement, à déterminer dans les propositions qui nous sont faites sur la base de ce qui nous est proposé et non pas sur la base du statut de la personne qui le propose. Hein. Je comprends bien que tout le monde est un peu victime de ce défaut-là, hein, mais pour garder une saine distance intellectuelle puis une saine rigueur intellectuelle, c'est méritoire de tenter de s'en dissocier un peu, hein, sinon pleinement, et même d'être méfiant, hein, j'ose le dire, envers les gens qui se sentent plus confortables dans le monde du statut par rapport à ceux qui se sentent plus confortables dans le monde de la liberté. On peut le dire comme ça. Évidemment, il ne faut pas peut-être nécessairement faire l'inverse. Il faut être vigilant aussi de l'autre côté. C'est pas parce qu'une personne est hors des champs de l'université qu'elle est nécessairement plus sage ou plus éclairée. Mais il me semble, disons, très judicieux, hein, de faire très attention à ces pièges intellectuels-là, finalement. Ceci étant dit, donc,
les 5 modèles, comme je le disais, peuvent se répartir entre ceux qui sont sont plus similaires, enfin plus près, pas exactement similaires, il n'y en a aucun qui est vraiment similaire, mais plus près du monde électoral qu'on connaît, hein, et ceux qui vont dans un monde où le tirage au sort serait vraiment le mécanisme politique quasi exclusif de sélection des représentants politiques. Il y a une de ces propositions-là, une des 5, qui est la mienne. Hein? L'Assemblée constitutionnelle du Québec ou l'Assemblée constitutionnelle de manière plus large, là, comme élément de modèle plus large, fait partie de mon modèle. Hein? C'est l'élément clé du modèle que je suggère. Mais donc, je vais peut-être me permettre, en fait là, j'hésite si je devrais présenter les 4 autres avant de présenter mon idée à moi, ou présenter ma perspective, mon modèle avant de présenter les 4 autres. Mais peu importe la voie que je vais suivre, j'ai malheureusement pas une pièce de monnaie à la main pour décider par le sort pour moi-même. Mais pour ce sujet-ci, sauf que bon, je vais extraire un petit peu ma propre proposition du lot, tout en la situant par rapport aux autres. Entre autres parce que cette proposition-là, hein, elle va, en fait, en principe, je la soumettrai à la commission numéro, c'est la numéro 2 ou la numéro 3, enfin celle sur les institutions politiques, hein, du groupe constituant. La raison pour laquelle, en fait, on pourrait dire que je la soumets, hein, avec la recommandation suivante, qui est, considérant que vous n'avez pas le temps de débattre d'un modèle comme celui-là ou des 4 autres modèles que je vous présente, hein, reconnaître que vous devez appuyer l'idée d'une assemblée constitutionnelle qui, elle, va pouvoir débattre de la question. Hein. Puis c'est essentiellement mon point. Hein. C'est que si on veut vraiment débattre de ces modèles-là, il faut se mettre à les étudier, les apprécier, mais ensuite, il va falloir aller voir les citoyens et leur poser la question. On a retenu ça, nous, que c'était peut-être intéressant d'explorer cette idée-là. Puis on peut même l'expliquer plus largement aux citoyens, quelle place vous voulez donner au tirage au sort dans une éventuelle démocratie au Québec. Et attendre de voir leur réaction à ce moment-là, sans leur proposer de modèle en tant que tel. Mais ceci étant dit, si on retient un modèle ou l'autre après avoir fait cette démarche-là, hein, il va falloir leur proposer aux citoyens, puis avoir leur réaction par rapport à ça, ou leur proposer plusieurs modèles, puis avoir le feedback des citoyens pour savoir dans quel sens ils semblent aller, puis comment est-ce qu'on pourrait les améliorer ou les corriger, ces modèles-là aussi. Puis donc, considérant que vous, hein, non seulement les 7 citoyens de cette petite commission-là, mais les membres du groupe constituant, hein, parce que dans le fond, comme je le dis, la question du régime politique, c'est celle qu'on doit se poser quand on se pose la question du pouvoir constitutionnel d'une constitution, hein, c'est la question clé. Hein. Et donc, je vous invite à, si vous êtes d'accord, hein, d'une certaine manière, là, avec les modèles, ou si ces modèles-là au moins vous intriguent, hein, à reconnaître que là, vous n'êtes pas dans une situation où vous avez le temps et les moyens, hein, de continuer la délibération sur ces modèles-là, et que pour le faire, il faut une assemblée soit qui s'inscrive dans le temps comme la vôtre, donc qui soit purement citoyenne à l'écart des institutions élues, ou une institution comme l'Assemblée constitutionnelle du Québec qui, elle, le ferait, hein, et peut arriver à proposer ses conclusions aux Québécois par la voie du référendum. Puis l'essentiel donc de mon propos, hein, je sais que je me répète, mais c'est essentiellement ça. C'est que je sais que vous n'avez pas le temps de vous pencher en profondeur sur ces modèles-là, mais ça ne veut certainement pas dire qu'il faut les évacuer. Ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un manque de temps, hein, et qu'il y a une nécessité donc de créer un espace finalement où on peut débattre de ces modèles-là. Là, j'essaie de me rappeler cette commission-là, c'était la 2 ou la 3. Disons que dans ma tête, hein, ça serait la 2. La 1, ce serait celle sur la révision constitutionnelle. Je sais que c'est la 6 chez vous. Et la numéro 2, ce serait celle sur les institutions politiques. Hein. Donc, dans ma caboche à moi, hein, ça serait, en termes d'importance, là, ça serait la deuxième commission. Et donc,
peut-être que je vais commencer par expliciter mon modèle. Hein? Ne serait-ce que pour peut-être, bon, sachant que vous avez aussi du temps limité, puis qu'expliquer les autres modèles va requérir du temps, là, sachant que le temps est un peu limité, au moins vous donner une idée de ce qui m'est venu à l'esprit dans mon cas. Hein? Et quand on parlera des autres modèles, je le situerai à l'intérieur de ça. Mais il faut aussi noter que, en fait, je ne vous le cacherai pas, les autres modèles sont intéressants aussi. Il y a certains éléments, du moins dans les autres, qui méritent sincèrement notre interrogation, hein, qui méritent de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui pourrait être vraiment utile dans un système institutionnel où on ferait usage du tirage au sort? Et donc, et bon, il faut peut-être aussi, avant même d'en arriver là, c'est un commentaire que je préférais éviter. Mais c'est que, écoutez, dans mon cas, par exemple, je bâtis un modèle complet pour l'avenir. Hein? Je suis conscient quand même que c'est pour l'avenir. Je serais capable de bâtir un modèle entre deux pour là. Ou un genre de premier pas qui irait dans le sens de ça. Sauf que, et je l'ai déjà fait même, hein, je ne vous le cacherai pas, je l'ai déjà fait même à plusieurs reprises, sauf que c'est pas c'est comme c'est une expérience torturante. Hein, c'est une expérience qui me déplaît parce que il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut comme objectif. Hein. Et je suis bien conscient qu'il y aurait des petits pas qu'on peut utiliser pour aller là, mais disons que c'est un peu comme proposer quelque chose, mais à contre-cœur. Mais bon, il y a un ensemble d'autres propositions qui peuvent aller dans ce sens-là. Le problème aussi de ça, c'est que ça n'avancera pas. Hein? D'une certaine manière, les choses y pressent. Là. Hein? Il faut qu'on règle nos problèmes dans nos États. La première étape, c'est mettre en place une assemblée constitutionnelle pour qu'on puisse se poser ces questions-là. Mais ce serait préférable de ne pas niaiser avec la POC une fois qu'on aura une assemblée constitutionnelle comme ça. Hein? Puis de ne pas prendre 60 ans avant d'intégrer cette idée-là dans nos régimes politiques, de le faire le plus rapidement possible et donc de pouvoir avoir des États qui avancent le plus rapidement possible. Entre autres, parce qu'on a des problèmes d'une telle urgence qui nécessitent des changements comme ça. Ceci étant dit, il y a un autre point de vue que j'ai parfois moi-même, qui est que je ne suis pas certain de mon vivant de pouvoir voir le résultat de ma pensée. Hein. Il est bien possible que le type d'idée qu'on est en train de débattre se manifeste et se réalise plus tard, sauf que, à mon avis, il faut faire tous les efforts possibles pour que ça se réalise maintenant et faire fi des commentaires un peu ou de la perspective diluante, hein, des gens qui voudraient remettre ça au calendrier grec en mettant peut-être en place quelque chose qui est pas aussi efficace ou disons qui remet finalement plus tard les vrais changements. Hein. Et donc je me permets ici là, de ne pas rentrer dans ces questions-là de modèles à petits pas, disons. Si on était dans une autre situation, peut-être que je me permettrais de le faire. Hein. Mais comme je le dis, je pense qu'on est dans des situations où la démocratie est en crise. En Occident, on a une responsabilité de donner un bon modèle. Au Québec, on a peut-être l'opportunité de le faire. Hein. Et puis, outre la crise démocratique, il y a aussi la crise écologique qui fait en sorte qu'on a besoin rapidement d'institutions politiques qui fonctionnent. Puis donc, ce que je veux vous présenter, c'est des institutions politiques qui fonctionnent et qui n'ont pas besoin de 60 ans pour évoluer, pour en arriver à quelque chose. Hein. On n'a pas besoin de faire des petits pas de bébé, on peut faire des pas un peu plus gros et aller de l'avant. Donc, ceci étant dit, hein, dans mon cas particulier, il n'est peut-être pas inintéressant de rappeler, en guise d'introduction, l'histoire, finalement, de ces idées-là. Hein. On peut peut-être... Enfin, il y a deux éléments pour l'instant qui me viennent à l'esprit. Hein. Le premier,
est que l'Assemblée citoyenne sur la réforme du mode de scrutin en Colombie-Britannique, dans mon cas, a été, disons, l'élément déclencheur au niveau de ma pensée qui m'a permis d'en arriver à concevoir ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Essentiellement, il s'agirait de prendre cette idée-là qui était une assemblée temporaire qu'on appelle ad hoc, donc qui existe pour un temps limité, et qui avait un mandat limité sur la réforme du mode de scrutin, d'élargir cette assemblée-là à un ensemble de questions et d'en faire une assemblée permanente. Et j'ai appelé ça l'Assemblée constitutionnelle du Québec, qui est l'institution numéro 1, je le rappelle, dans le système que je suis en train de vous proposer. Ceci étant dit, après avoir fait ce premier pas-là, je me suis quand même posé la question, oui, mais il y a des décisions à bien d'autres niveaux dans l'État où le tirage au sort pourrait être utilisé aussi. Et comment là est-ce qu'on concilie l'élection et le tirage au sort à ce niveau-là? Le deuxième élément introductif qui est important de comprendre pour saisir un peu l'esprit du modèle, c'est que aussi, bien sûr, je ne vous le cacherai pas, je m'insère d'une certaine manière dans une perspective d'un système électoral dans lequel je constate des éléments qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas fair, qui ne sont pas démocratiques, ou qui mènent à des situations absurdes. On a parlé dans la partie 2, là, quand on parlait du pouvoir constitutionnel, des conséquences de l'enchâssement constitutionnel. Bien, il est absolument clair que si on avait une porte ouverte pour la discussion dans nos sociétés de questions structurelles, de questions de long terme, de questions de grandes orientations, qu'on n'aurait pas du tout le même genre d'état politique, qu'on n'aurait pas du tout le même genre de débat non plus dans nos sociétés, qu'on aurait un débat qui puisse s'orienter vers le long terme, entre autres, et qui puisse se pencher sur les questions de la structure même de l'État. Ceci pour dire que, essentiellement, mon modèle a été construit d'une certaine manière en réponse à des problèmes que je vois dans la réalité, et comme consciemment, là, comme première étape pour résoudre, pour avoir en place des institutions qui puissent résoudre ces problèmes-là. Ceci pour dire que je suis bien conscient, et c'est l'utilité d'avoir une assemblée constitutionnelle au sommet de la structure que je suis en train de vous proposer, c'est qu'avec une assemblée constitutionnelle comme celle-là, quand dans 20, 30, 50, 60 ans, on va réaliser que, tu sais, ça, on peut peut-être dépasser ça puis aller plus loin, bien là, ça va être très, très facile de le faire. C'est qu'il s'agira d'avoir un débat sur la question, il va y avoir des acteurs sociaux qui vont éventuellement lancer certaines questions, et on va avoir tout de suite un lieu de débat où ça peut se produire et un mécanisme clair par lequel ce type de changement-là va pouvoir se faire. Et donc, la clé de voûte de l'entièreté du système, je sais que je me répète là, mais c'est l'Assemblée constitutionnelle du Québec. Et parlant de ça, il est dans le modèle que je vous propose, j'ai expliqué de manière assez claire au précédent, mais c'est nécessaire de le répéter ici, que pour moi, le tirage au sort est un mécanisme de sélection politique plus légitime que l'élection, en ce sens que les personnes sélectionnées sont plus représentatives du peuple que ce qu'une élection peut produire, et donc que les organes qui utilisent, ou les institutions qui utilisent ce mécanisme-là, priment d'une certaine manière en termes d'importance sur les autres, et puis leur servent mais disons que ça explique entre autres la raison pour laquelle le premier puis le plus important des pouvoirs est entièrement entre les mains d'un organe comme ça, contrôlé par le référendum populaire. Autrement dit, pour la Constitution, pour les normes constitutionnelles, pour l'utilisation du référendum, je ne veux pas qu'il y ait d'élus. Ce n'est pas de leurs affaires, ça ne les regarde pas, les élus. Quand il y en a, c'est pour agir à l'intérieur du système, mais c'est non pas pour penser le système à la place du peuple. Et cette base-là, qui est que le pouvoir constitutionnel doit être entièrement entre les mains du peuple, va amener éventuellement à... là, je saute un petit peu les bouts, mais va m'amener à proposer une institution comme ça, une institution tirée au sort,
pour le pouvoir que j'appelle interprétatif, qui est communément appelé le judiciaire. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire interprète la Constitution et il faut que ce pouvoir-là soit sous la direction, si on peut dire, d'un corps citoyen également, donc d'un corps avec des citoyens tirés au sort, pour ne pas que l'interprétation de la Constitution aille dans un sens, tandis que la formulation des normes constitutionnelles aille dans l'autre. Hein? Et donc, pour que le pouvoir constitutionnel soit entièrement entre les mains du peuple, ce pouvoir-là se divise entre la formulation de normes constitutionnelles, entre la formulation des règles qui sont énoncées dans la Constitution et entre l'interprétation de ces règles-là. Et dans les deux cas, il faut que le dernier mot soit entre les mains soit directement du peuple, hein, ou de personnes tirées au sort, donc qui sont le plus directement représentatives du peuple. Cependant, hein, il y a une autre institution qui, d'une certaine manière, en termes de rôle puis de prééminence, en termes de, pas exactement de prééminence, mais disons, de poids réel dans le système institutionnel, hein, qui, elle, aurait peut-être plus d'importance que cette seconde institution-là dont je vous parle. Hein. Cette seconde dont je vous parle, on pourrait appeler ça la Cour citoyenne du Québec, hein, ou la Cour constitutionnelle du Québec, là. Mais appelons-la la Cour citoyenne pour l'instant. Et donc, elle trônerait d'une certaine manière sur le pouvoir interprétatif, donc sur le pouvoir judiciaire. Puis on va discuter de cet élément-là après. Mais avant d'en arriver là, hein, il y a une autre institution que je proposerais qui est celle de créer une seconde chambre du Parlement, ce qui est une vieille idée, hein, ce qui existe dans plusieurs États, dont au Canada, et de faire en sorte que cette seconde chambre du Parlement, en revanche, hein, soit une institution constituée par le tirage au sort. Cette idée-là, on va le voir dans les autres propositions, en fait, n'est pas exactement originale en ce sens que toutes les autres propositions, d'une manière ou d'une autre, traitent ou proposent un modèle pour répondre qui fait en sorte d'avoir une institution comme ça au niveau du législatif. Hein. Ils font de différentes manières, mais pratiquement toutes, en fait toutes les autres, hein, se concentrent, se focalisent sur cet élément-là. Hein. Et donc, ici, ce qu'il s'agit de mentionner dans le cas de mon modèle, c'est que le gouvernement serait toujours issu de l'Assemblée nationale au Québec, puis donc de l'Assemblée élue. Hein. Cependant, il y aurait au Parlement une autre chambre qui serait, qu'on pourrait appeler l'Assemblée citoyenne, hein, qui, elle, serait constituée par tirage au sort et qui aurait des pouvoirs par rapport à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est important, comme je sais que je me répète, mais je veux quand même être absolument clair, là, hein, le gouvernement, puis donc l'exécutif émane de l'Assemblée nationale. À moins que, et là c'est une possibilité que je ne vais pas traiter ici parce que c'est une parenthèse qui requerrait, enfin on va peut-être en traiter très brièvement, mais c'est une parenthèse qui requerrait une autre présentation essentiellement. Hein. C'est que dans les systèmes politiques existants, hein, il y a les systèmes parlementaires comme on a, il y a les systèmes présidentiels. Si on adoptait un système présidentiel, hein, la seule différence avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'au lieu d'avoir un exécutif qui émane du législatif élu, donc de l'Assemblée nationale, hein, c'est que là, on aurait un exécutif qui émane directement du peuple par un vote direct. Hein. Ça reste un pouvoir élu. Là, je ne veux pas me prononcer sur cette question-là, mais j'aurais peut-être tendance à pencher plus vers un système présidentiel. Sauf que je ne considère pas ça même crucial, en fait, ou essentiel, ou prioritaire, en fait, même dans les réformes que je voudrais entreprendre au Québec. Puis je pense qu'on peut remettre cette question-là à plus tard. Il est plus important, autrement dit, pour moi, de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme seconde chambre du Parlement? Hein? Peut-être qu'il convient de noter aussi qu'ailleurs, hein, on a comme... il y a un ensemble de secondes chambres du Parlement qui sont des Sénats plouches, là, comme au Canada, puis
au Royaume-Uni notamment, mais surtout au Canada puis en France, excusez-moi, le Royaume-Uni c'est un peu différent. Mais au Canada puis en France, hein, les Sénats, c'est ça vaut rien. Il y a vraiment pas grand-chose là-bas, et puis ces institutions-là sont vieillottes, dépassées, et il y a 1000 personnes qui sont d'accord sur le fait qu'on devrait les changer ou tout simplement les éliminer. Hein. Et bien sûr, il y a différentes options pour le faire, mais ailleurs, hein, il y a l'idée depuis les Américains essentiellement, peut-être que cette idée-là prédate les États-Unis, là, mais avec le Sénat américain, hein, est basé sur l'idée de la représentation des États, et non pas des individus, non pas de la population. Je sais que la seconde chambre en Allemagne aussi est basée sur ce principe-là, et il y a eu des propositions aussi au Québec d'imiter, hein, beaucoup d'imitateurs parmi les réformateurs au Québec qui veulent importer un modèle qui existe à l'extérieur, et souvent ils vont sélectionner celui-là en se disant que c'est important de représenter les régions au Québec. Oui, mais de toute manière, dans ce que je suis en train de vous proposer, hein, ce serait des citoyens issus des régions qui les représenteraient, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que c'est des citoyens qui seraient là, donc tirés au sort, et non pas des élus. Hein. Et ces chambres-là aussi, régionales, posent quand même disons qu'on pourrait s'y pencher, on pourrait en faire une critique. Mon objet ici, c'est certainement pas de m'atteler à faire une critique de ces institutions-là, mais disons que si on regarde les États-Unis, hein, on a clairement face à nous une institution qui est éminemment antidémocratique. Hein, en ce sens que il y a un tas de problèmes dans cette institution-là qui sont basés sur le fait que tous les États ont 2 représentants, peu importe la grosseur des États. Donc, transplantons ça au Québec avec toutes les régions ayant peut-être le même nombre de représentants. Hein. Et ce qui fait en sorte que ces institutions-là posent certains problèmes. Hein. Et si on n'a pas le même nombre de représentants, ben là, ça ressemble de plus en plus à l'autre assemblée, puis il n'y a pas vraiment lieu d'avoir une deuxième assemblée si elle a le même mode de sélection, la même constitution approximative que l'autre assemblée. Puis donc, je ne vois pas exactement Oui, la représentation des régions n'est pas inintéressante, hein, mais je considère que la représentation des citoyens directement l'est beaucoup plus, et qu'elle recroise par ailleurs cette représentation régionale-là, comme l'autre assemblée aussi nationale la recroise en ayant des gens, bien sûr, de partout sur le territoire. Hein. Il y aurait une discussion un peu plus large à faire sur le sujet, mais essentiellement, hein, j'évacue cette idée-là pour la remplacer par, en termes de priorité, bien sûr, hein, par une assemblée constituée de citoyens tirés au sort. La question qui se pose ici, comme je l'ai expliqué, hein, c'est quel pouvoir on peut donner à une assemblée comme celle-là. Hein. Et dans le cas du modèle que je vous propose, hein, il est important de distinguer 2 grands champs législatifs, si on peut dire, aux 2 grandes catégories de pouvoirs législatifs pour une assemblée comme celle-là. Hein. Bon, il y a premièrement, peut-être même avant d'en arriver là, hein, il est important de mentionner que tout simplement le fait de créer une assemblée comme ça, même si on en crée une, par exemple, puis qu'on lui donnait un bare minimum, là, excusez-moi pour l'anglais, là, mais vraiment un minimum de pouvoir. Hein? Mais qu'on ouvrait la porte du fait de son existence à ajouter des pouvoirs après, hein, ça serait déjà une opportunité énorme. Hein? En ce sens que on va peut-être réaliser dans le développement de nos institutions que si on décide d'ajouter quelque chose dans les fonctions de l'État, hein, puis je vais vous en proposer dans la section 8 des ajouts comme ça, par exemple la question des médias, hein, ben là, ce serait approprié de donner ce pouvoir-là à cette assemblée-là et non pas à l'assemblée élue, dans certains cas, bien sûr. Hein. Et donc d'avoir 2 assemblées comme ça, déjà en partant, là, ou d'avoir une assemblée citoyenne plutôt en partant, ça nous ouvre un ensemble de possibilités qui sont, il est important de le mentionner, difficiles d'imaginer. Et donc, pour l'avenir, hein, on a un lieu potentiel qu'on peut utiliser dans notre cadre institutionnel là, pour avancer, hein, au lieu de devoir patauger avec le système électoral essentiellement. Hein.
au niveau du législatif commun, là, le législatif étant là où il y a beaucoup de production de normes dans le politique commun. Hein. C'est-à-dire que le constitutionnel, c'est important, hein, mais c'était l'Assemblée nationale ou le Parlement du Québec produit un ensemble de décisions de manière beaucoup plus fréquente, puis peut-être pas exactement nécessairement plus importante, mais a une place critique quand même là, dans nos institutions politiques. Et donc, les deux grandes catégories de pouvoir qu'il y aurait à l'intérieur de cette assemblée-là, hein, c'est premièrement, puis je l'ai un peu évoqué d'une certaine manière par la parenthèse, c'est des pouvoirs propres, premièrement, hein, donc des pouvoirs qui relèvent de cette assemblée-là parce qu'on la considère indépendante d'une certaine manière de l'autre et du fait de son mode de sélection lui-même. Hein. Et puis ensuite, il y a des pouvoirs qu'on pourrait appeler, vous m'excuserez, c'est peut-être pas le meilleur terme, là, mais essentiellement des pouvoirs législatifs réguliers, hein, par rapport à l'autre assemblée. Donc, il y a un peu les lois régulières, hein, mais il y a aussi un champ législatif qui lui est propre à cette assemblée-là et qui est indépendant, hein, qui ne relève pas de l'autre assemblée à ce moment-là. Donc, il est peut-être important ou nécessaire, ou enfin, pas nécessaire, mais plus facile de commencer par expliquer qu'est-ce qui pourrait être mis dans ce champ législatif propre-là. Hein? Par exemple, si l'Assemblée constitutionnelle se penche sur la question du mode de scrutin, il est pratiquement certain qu'elle ne fera pas toute une loi électorale. Hein? Mais elle pourrait dire qu'elle va remettre, hein, la tâche de faire la loi électorale à cette assemblée de citoyens et de citoyennes tirés au sort là. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir les élus qui font une loi sur comment eux-mêmes sont élus, donc conflit d'intérêts, hein, on aurait une assemblée de citoyens qui ferait, sur la base de la Constitution, hein, qui mettrait en place une loi électorale et qui l'adopterait. Hein. Et donc, s'il y avait une dimension loi électorale ou, disons, principe système électoral dans la Constitution, ce serait plutôt l'énoncé de principe, hein, peut-être un peu détaillé, mais là, on peut se permettre de donner la poutine essentiellement à cette assemblée-là. On peut aussi donner la poutine du financement électoral à cette assemblée-là, encore une fois, pour ne pas que ça soit entre les mains des principales personnes concernées qui sont nécessairement en conflit d'intérêts. Donc, vous commencez peut-être à voir le raisonnement. Hein? On a, entre autres, un endroit où attribuer des règles, la production législative, à une assemblée qui étant différente de l'Assemblée nationale, qui permet d'éviter tous les problèmes de conflit d'intérêts qu'on a. Hein. Un autre domaine dans lequel il y a des conflits d'intérêts éminents, hein, c'est la production de normes par rapport aux médias. Hein. Les médias jouent un rôle, les médias d'information politique jouent un rôle tellement important, politique et sociétal plus largement, là, jouent un rôle tellement important dans nos sociétés que de laisser ce pouvoir-là entre les mains des élus constitue pratiquement un péché. Hein, en ce sens qu'ils sont nécessairement, les élus passent leur temps à regarder ce que les médias disent sur eux, puis répondent finalement plus aux médias qu'à la population. Parce qu'ils savent que les médias, c'est eux qui vont décider finalement, qui vont orienter l'opinion publique dans un sens ou dans l'autre. Hein. Puis donc, si on va avoir des médias indépendants, hein, là, on a un endroit où on peut le faire. Hein. On ne peut pas avoir des médias indépendants avec une Assemblée nationale parce qu'elle-même est en conflit d'intérêts de manière flagrante, hein, sur ce sujet-là. Hein. Et puis donc, ils peuvent faire des petites mesures, parler de la déconcentration, des choses comme ça, mais sous une assemblée citoyenne, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Puis là, je fais juste mentionner ce sujet-là ici, mais dans la section 8, je vais parler des médias indépendants, puis quel genre de système on pourrait penser mettre en place pour avoir un régime médiatique complètement différent que par rapport à ce qui existe présentement. Hein. C'est-à-dire complètement indépendant et non pas un régime de médias commerciaux comme il existe présentement. Là, je vous renvoie à la partie 8 pour ça, parce que c'est un autre sujet, mais peu importe si on mettrait en place un système comme celui-là ou non, de toute manière, hein, la question médiatique devrait appartenir à une assemblée comme une assemblée citoyenne. Bon, il y a un autre type de changement
qui là, je mentionne aussi, excusez-moi, mais dans la partie 8, qui est de mettre en place des plafonds à la richesse individuelle. Je sais que c'est une idée qui est peut-être nouvelle pour beaucoup de personnes. On appelle ça un revenu maximum et on peut mettre aussi en place une fortune maximale. Si on mettait en place un système de plafond comme celui-là, à mon avis, il serait éminemment plus intéressant d'attribuer le pouvoir de gestion et de contrôle de ces normes-là à une assemblée citoyenne, parce que si on le met entre les mains d'une assemblée élue, encore une fois, il y a un problème là d'interférence possible, disons. Pas exactement de conflit d'intérêts flagrant ou nécessaire ou absolu, mais il y a un problème d'interférence qui ferait en sorte que ce serait mieux d'attribuer un pouvoir comme ça à une assemblée citoyenne. Ça, c'est un exemple pour l'instant. Retenez celui-là avec une dose avec un bémol, entre guillemets, mais c'est pour illustrer un peu quel genre de pouvoir on peut donner à cette assemblée-là. On peut aussi lui donner des pouvoirs, par exemple, sur le lobbying. Le lobbying politique par rapport à l'autre assemblée. Et puis dire, ben là, c'est vous qui allez faire les normes, puis c'est vous qui allez contrôler cette patente-là. Puis il y a différentes innovations aussi qu'on pourrait imaginer dans ce secteur-là du lobbying, qui pourraient encore une fois être gérées par une assemblée comme celle-là. Je préfère ne pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est encore une parenthèse qui sera un peu longue, mais on peut imaginer un système il y a certaines personnes, il y a un intellectuel allemand en particulier que j'ai vraiment emprunté son idée dans ce cas-ci, mais qui a imaginé un système où on aurait des bons citoyens, pas des bonnes personnes, mais comme des chèques, un genre de voucher qu'on appelle en anglais citoyen, qu'on donnerait à des organisations de la société civile pour faire contrepoids aux organisations du secteur économique qui font du lobbying sur nos autres politiciens. Autrement dit, tous les citoyens du Québec auraient, disons, un genre de chèque de 100 $, qui pourrait donner à Greenpeace, qui pourrait donner aux féministes, qui pourrait donner, excusez-moi, je sais qu'il y a des noms pour ces organisations-là, mais il y en a plusieurs, qui pourrait donner aux organisations qui défendent des questions qui pour eux leur tiennent à cœur, ce qui pourrait être aussi une organisation qui pousse pour une idée économique. Mais, autrement dit, tous les citoyens ayant un même montant, cet ensemble je sais que je ne voulais pas rentrer dans cette question-là, mais je suis en train de le faire, cet ensemble de sous-là contrebalancerait le poids énorme des lobbies financiers, économiques, entrepreneuriaux, etc., corporatifs, qui, eux, ont toutes les ressources nécessaires pour s'atteler à être autour de nos politiciens puis leur dire comment penser. Et donc, là, il y aurait aussi, autrement dit, des sous pour les organisations comme Greenpeace et d'autres pour faire précisément ces activités-là. Et donc, si on faisait ça, je ne suis pas exactement en train de le proposer, cette idée-là, mais peut-être, on pourrait l'étudier. Si on était pour faire ça, encore une fois, une assemblée citoyenne est mieux placée pour gérer ça que l'assemblée des élus elle-même. On s'entend que là, c'est plutôt évident aussi. Ceci pour dire que, puis là, les deux dernières idées, du moins, retenez-les avec un bémol. C'est plutôt illustratif, mais il y a un champ législatif propre qui est créé là, qui s'avérait intéressant. Pour ce qui est du champ, pour ce qui est de la loi électorale et du financement électoral, donc du mode de scrutin, puis du financement électoral, tout ça, ça rentre dans la loi électorale. Et pour ce qui en est des médias, je pense que c'est absolument évident que ça va là. Pour les autres questions, si on va dans ce sens-là dans nos démocraties modernes, au futur, on pourra à ce moment-là utiliser l'opportunité qu'on a en ayant une assemblée citoyenne comme celle-là. Ensuite, il y a un autre secteur qu'on peut peut-être mentionner, c'est qu'au lieu d'avoir le gouvernement qui nomme un vérificateur général, le gouvernement qui nomme le directeur général des élections ou le Parlement qui nomme le directeur général des élections, il y a un ensemble, le commissaire à l'éthique, tu as un ensemble d'institutions, l'Ombudsman, il y a un ensemble d'institutions comme ça à l'intérieur de l'État québécois et ailleurs qui se veulent indépendants. Ces institutions-là, se veulent indépendantes mais ont un lien
plutôt directe avec le Parlement ou l'exécutif parfois lui-même. Hein. Dans ce cas-ci, on aurait absolument facilement une manière de tout simplement s'assurer d'une réelle indépendance de ces institutions-là en portant ces nominations-là sous l'égide d'une assemblée citoyenne. Et puis donc, ces gens-là, au lieu de dépendre du Parlement, dépendraient d'une assemblée de citoyens. Puis là, s'il faut rentrer dans les parlementaires, les élus, parce qu'ils font des choses moins correctes que ce qu'ils devraient faire, hein, il y aurait le loisir de le faire et il y aurait une assemblée citoyenne pour les écouter après. Hein, puis cette assemblée citoyenne pourrait aussi agir de l'autre côté. Et donc, pour l'ensemble de ces nominations-là, on aura aussi ce lieu-là qui serait très opportun. Bon, comme je le disais, on ouvrirait aussi la possibilité à d'autres innovations. Par exemple, là c'est un exemple, hein, prenez-moi pas au mot sur cet exemple-là, mais si on était pour avoir un processus de contrôle de l'exécutif un peu plus étroit, hein, ou par exemple de rappel hein, sur les députés, on pourrait utiliser cette assemblée-là d'une manière ou d'une autre comme premier jalon pour en arriver à ça. Hein. Au lieu d'avoir, par exemple, il pourrait y avoir un lien là, hein, entre cette assemblée-là et l'autre, et on pourrait l'utiliser peut-être même comme lieu où ces démarches-là se commencent, si on peut dire. Je suis en train de penser si je n'oublie pas quelque chose, mais bon, essentiellement, hein, de toute manière, là, il y a du détail, hein, mais dans les grandes lignes des pouvoirs propres, on est encore dans les pouvoirs propres, je penserais que c'est plutôt ça. J'essaie de penser rapidement, là, si j'ai pas... Ah oui, il y a une autre question qui mérite peut-être d'être dite ici. Hein. Les commissions d'enquête. Puis là, je lève mes yeux pendant que je dis ça. Imaginez ça, là. Hein. On a un système politique où nos politiciens eux-mêmes qui sont accusés de corruption doivent mettre en place une commission d'enquête puis nommer les personnes à la tête de ces commissions-là et leur donner leur mandat, leur donner leur budget puis leur dire combien de temps ils ont pour analyser la question en question. Bon, premièrement, hein, il va toujours y avoir du tiraillage politique avant que ça se fasse et dans la manière que c'est organisé en soi, hein, ça va de soi que ces instances-là sont créées de manière maladroite. Autrement dit, c'est la personne qui va être accusée, essentiellement le gouvernement, si on peut l'appeler une personne morale, là, hein, donc l'instance qui va être accusée, qui elle-même crée le genre de tribunal ad hoc pour l'accusé. Il ne faut pas être niaiseux. Là. À un moment donné, il faut regarder ça et se dire que ça n'a pas de bon sens. C'est clairement dysfonctionnel comme système et dans beaucoup de cas, il n'y a pas de commission qui va être mise en place. Puis s'il y en a une, elle va être tard, puis elle va être mauvaise. Puis s'il y en a une qui est mise en place, ils vont avoir le temps de cacher leurs affaires avant, puis elle n'aura surtout pas tous les pouvoirs pour aller taper sur la tête du bon monde. Il ne faut pas se le cacher, là. Il faut que ça fasse une commission d'enquête. Alors, le gouvernement va tout faire pour ne pas que cette commission-là puisse vraiment aller trop loin. Et quand même surprenant que néanmoins, on a des commissions d'enquête, puis des fois, ils arrivent à des conclusions. Mais tu sais, là, avec un système comme je suis en train de vous parler, là, on pourrait avoir des commissions d'enquête avec un méchant punch. On pourrait avoir des commissions d'enquête, tu sais, qui ont les moyens, la capacité et la rapidité aussi hein, d'être constituées, d'être mises en place, puis de procéder rapidement à des saisies, à des choses comme ça, pour disons, que les élus, encore une fois, aient marché un petit peu plus avec les fesses serrées. Hein. En ce sens que le système qu'on a est absurde. Il ne faut pas se le cacher d'une certaine manière. Là, c'est mieux d'avoir ça que de ne pas avoir de commission d'enquête, mais c'est absurde que les personnes elles-mêmes qui vont être accusées convoquent la commission elle-même. À un moment donné, il ne faut pas être niaiseux. Là. Et donc, avec un système comme je suis en train de vous proposer, hein, ce pouvoir-là, on peut le remettre entre les mains des citoyens
Et là, ce serait eux qui décideraient de la tenue ou non d'une commission d'enquête, qui leur donnerait leur mandat, leur pouvoir, leur durée, et etc. Et qui leur dirait, allez-y, puis faites-nous un rapport de ce qui s'est passé. T'sais. Fait que là, on pourrait en avoir un peu plus des commissions d'enquête, entre autres, mais surtout, de par l'existence même d'un pouvoir comme celui-là, hein, les élus vont faire bien attention. Autrement dit, ces élus-là, quand ils vont voir une commission d'enquête venir, là, ils n'auront pas nécessairement le temps, là, puis ils vont savoir qu'ils sont dans le trou. Puis avant d'en arriver là, ils vont faire bien attention pour ne pas avoir à même se risquer d'une chose comme celle-là. Hein. C'est ce qu'on appelle en droit le pouvoir de la dissuasion. Hein? Autrement dit, un réel pouvoir qui est fonctionnel comme ça va dissuader ces gens-là d'agir de manière tout croche, essentiellement, puis d'abuser de leur pouvoir comme ils font actuellement. Hein? Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, en mettant en place une institution comme ça, on se... Tu sais, je l'ai mentionné un peu, mais le code d'éthique pour les autres députés, là, ce serait pas inintéressant de mettre le pouvoir là, pour qu'il y ait un code d'éthique un peu plus straight, puis surtout avec des conséquences plus sérieuses que ce qui existe présentement. T'sais. Donc, toutes ces questions-là, on les met entre les mains des citoyens, hein, et c'est toutes des questions qui ont une chose en commun essentiellement, c'est que c'est des questions où l'autre assemblée est en flagrant conflit d'intérêts. Puis là, donc, on a une instance qui nous permet vraiment de régler ces problèmes-là. Ceci étant dit, hein, il me semblerait à propos, déjà ça ne serait pas inintéressant. Si on avait juste une assemblée qui aurait juste ces pouvoirs-là, ce ne serait pas du tout inintéressant. Hein. Mais bien sûr, il y a plusieurs de ces activités-là qui seraient un peu de temps en temps, qui ne seraient pas nécessairement continuelles. Là, on va rentrer dans la seconde catégorie de pouvoirs, hein, et puis qui est celle des pouvoirs réguliers, donc sur la production législative régulière. Je réitère une idée que j'ai mentionnée au tout début, mais le gouvernement émane toujours de l'Assemblée élue, donc l'Assemblée nationale, mais pour ce qui en est de la production législative, là, il y a un jeu entre les deux assemblées. Et ce que moi j'ai imaginé, et puis là, on peut aller vraiment du plus basic, là, le droit, par exemple, de faire des propositions à l'autre assemblée ou de faire des propositions d'amendement à l'autre assemblée. Hein. Donc, on pourrait aller du plus basic au plus important, ce qui est d'avoir essentiellement des pouvoirs à peu près équivalents à l'autre assemblée en matière législative. Ce que je propose dans mon cas, c'est d'aller beaucoup plus haut que le basic. C'est donc d'avoir la capacité de faire des propositions de loi, d'avoir la capacité de faire des propositions d'amendement, d'avoir la capacité donc toutes les lois doivent passer par les deux assemblées. Et que je propose un mécanisme particulier pour les cas où ces deux assemblées-là ne s'entendent pas. Il faut bien comprendre, avant d'y arriver, en revanche, que dans la structure institutionnelle que j'essaie de bâtir, l'idée, c'est que l'Assemblée citoyenne est plutôt observatrice de ce que l'autre fait. De temps en temps, il y a des sujets qui pourraient être portés devant elle, puis elle aurait le droit de faire une proposition de loi, mais son rôle reste davantage de regarder ce que l'autre fait, de parfois faire des propositions d'amendement sur ce que l'autre fait, et de temps en temps dire « wow, là il y a un problème ». Là, nous, on pense que ce que vous êtes en train de faire va contre l'intérêt du peuple, puis que vous êtes en train de dépasser vraiment les limites de ce qui est bon pour le Québec. Et à ce moment-là, autrement dit, cette Assemblée citoyenne-là aurait le droit de mettre un veto sur les lois qui sont décidées dans l'Assemblée nationale. Et ce qui se passe si elle décide de lever la carte rouge, entre guillemets, puis de mettre un veto, c'est que si les deux assemblées ne s'entendent pas, l'Assemblée nationale peut demander un référendum avec sa proposition de loi. Et à ce moment-là, l'Assemblée citoyenne fait une proposition alternative et les deux propositions vont devant le peuple et le peuple tranche entre les deux. Ceci pour dire que, bien sûr, les deux assemblées
vont s'empêcher le plus possible d'en venir là. Hein, et donc, qu'elles vont chercher si un drapeau rouge comme ça qui est levé, disons, à discuter, hein, puis à savoir qu'est-ce qui se passe, et puis si l'Assemblée nationale refuse de réformer sa loi, à ce moment-là, on peut en arriver là. Hein. Sauf que l'idée, c'est qu'il y aurait un compromis qui se ferait avant qu'on en arrive là, essentiellement. Et ce que ça fait, c'est que quand on a des gouvernements, par exemple, qui arrivent au pouvoir, hein, puis qui disent on va donner un bonbon fiscal au peuple, on va diminuer les impôts, mais que en fait, dans la loi, on va donner un très, très gros bonbon fiscal aux gens plus aisés, puis on va donner des pacotilles à la partie pauvre de la population et puis à la classe moyenne, hein, comparativement avec l'importance de ce qu'on attribue comme diminution d'impôts, essentiellement comme cadeau fiscal, hein, aux classes plus aisées. Là, cette Assemblée-là pourrait dire ça va contre les intérêts du peuple. Hein, parce que l'État est endetté présentement, si c'est encore le cas, hein, et puis on n'a pas, enfin, c'est une question de contexte, là, mais pourrait, disons, si elle juge que c'est négatif pour le Québec, hein, ça pourrait être positif. Hein, peut-être qu'on a besoin d'une stimulation économique comme ça. L'autre camp a ses arguments. Mais si cette Assemblée-là juge que cette tournure-là ou cette démarche-là législative, en fait, est en bon québécois une bonne crosse, là, hein, ben, elle va être là pour dire crossez-nous pas. Autrement dit, hein, excusez-moi d'avoir dérivé vers le québécois de rue, là, mais autrement dit, au lieu d'avoir un peuple aux 4 ans qui détermine si on s'est fait fourrer après 4 ans ou non, hein, il y aurait une assemblée à l'Assemblée dans le Parlement, donc à côté de l'Assemblée nationale, qui, pendant qu'on est en train en bon québécois, de se faire fourrer, serait là pour dire, là, il y a un problème. Hein? Et autrement dit, c'est comme si le peuple serait constamment représenté dans les institutions politiques au lieu d'avoir un rôle aux 4 ans puis une frustration entre ces 4 années-là parce qu'ils s'aperçoivent après une couple d'années que tout va croche. Hein? Encore une fois, l'existence même de ce pouvoir-là va faire en sorte que les élus vont marcher les fesses plus serrées et qu'ils vont faire attention pour ne pas se mettre l'Assemblée citoyenne à dos. Hein? Parce qu'ils savent que s'ils se le mettent à dos, que les citoyens vont dire, si eux nous disent qu'il y a un problème, eux, ils ont eu le temps, c'est des citoyens comme nous qui ont eu le temps de regarder ce qui s'est passé, qui ont des conseillers pour leur dire, voici ce qu'ils sont en train de faire. Et puis si eux lèvent le drapeau rouge, ils vont savoir que les citoyens du peuple vont savoir qu'il y a un problème réel, puis que l'Assemblée élue est en train de prendre des libertés qu'elle ne devrait pas prendre. Et donc, essentiellement, hein, on va avoir en place un système où il y a un contrôle permanent, finalement, du peuple sur les actions du gouvernement élu, essentiellement. Hein. Bon, c'est un commentaire que j'ajoute, là, vous me pardonnerez, j'ai quand même dit l'essentiel de ce que j'avais à dire, mais si cette Assemblée citoyenne-là décide elle-même d'avancer une proposition de loi, hein, et que cette proposition-là est refusée de l'autre côté, et elle aurait le loisir de le faire, à ce moment-là, hein, l'Assemblée citoyenne pourra aussi décider de convoquer un référendum et forcer l'Assemblée nationale à faire une proposition alternative de loi qui, encore une fois, serait soumise au peuple. J'ai mentionné dans la partie sur l'Assemblée constitutionnelle qu'on pourrait avoir, hein, par mandat, par exemple, aux 4 ans ou 5 ans, hein, une journée du référendum. Il serait possible, avec ce système de recours possible au référendum-là, à l'intérieur du législatif, d'aussi tenir ces référendums-là en même temps. Hein. Je ne suis pas certain dans quelle mesure ces deux assemblées-là vont vouloir en aller jusque-là. Hein. À mon avis, il va y avoir plus de compromis que d'être dur, et je pense qu'ils vont chercher à concilier les choses. Sauf que s'il s'avérait que ça survient, hein, à ce moment-là, les quelques référendums qui pourront avoir lieu pourraient être mis en même temps, hein, que cette journée du référendum-là où le peuple vient prendre les grandes décisions par rapport à l'État, hein, et le peuple pourra trancher à ce moment-là entre les deux projets de loi. Il y a bien sûr un désavantage à faire ça, que si c'est un projet de loi qui a des implications immédiates, là,
bon, peut-être qu'il pourra avoir un mécanisme avec un référendum exceptionnel, mais si c'est un projet de loi qui peut attendre, à ce moment-là, on peut le mettre avec cette journée du référendum-là et s'assurer qu'il y a une manière convenable et surtout, je cherche un mot en français, convenient, pratique pour le peuple d'aller prendre ces grandes décisions-là dans une seule journée au lieu d'avoir un appel récurrent au référendum. Donc, essentiellement, je pense que ça fait plutôt le tour de ce que j'ai à proposer comme modèle. Au plus loin, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bévue majeure ici, là, pour cette institution-là. Et puis, il conviendrait de mentionner, comme je l'ai dit, qu'on va en discuter quand je vais parler des autres modèles, mais que d'autres personnes se sont penchées un peu sur cette même question-là et sont arrivées à des conclusions bien différentes. C'est important de le mentionner. Le modèle que je propose, puis je me répète, est encore une fois basé sur l'idée que la production législative et la constitution du gouvernement émanent de l'Assemblée nationale, mais dans la mesure où ce gouvernement-là représente vraiment le peuple, il va avoir l'Assemblée citoyenne de son côté. Parce que s'il y a vraiment 50, il représente la majorité du peuple, dans l'Assemblée citoyenne, logiquement, il va aussi avoir une majorité qui va être là. Et donc, le rôle de l'Assemblée citoyenne, c'est pas remplacer le gouvernement, mais c'est tout simplement être un garde-fou qui est là, puis qui nourrit aussi la production législative. Il peut y avoir des choses qui ne se voient pas chez les parlementaires élus que les autres vont percevoir. C'est pas mauvais d'avoir deux chambres pour ça. Ça, on le sait pour d'autres raisons. Même le Sénat canadien, qu'on peut critiquer pour un ensemble de raisons, ajoute à la qualité de la production législative. On peut quand même leur donner ça. C'est une bande de plouches qui n'ont pas rapport, mais malgré tout, ils ajoutent quand même à la qualité de la production législative. On peut s'imaginer que les citoyens aussi vont avoir un rôle comme celui-là de s'assurer que ce qui sort de l'Assemblée nationale a eu un autre regard, tout simplement. Et avec leurs conseillers, puis avec leur expérience, ils vont pouvoir peut-être donner des pistes, finalement, parfois même de juste solutionner certains problèmes que l'Assemblée nationale n'aurait pas pu voir. Et puis, voilà. Et c'est quand même important de mentionner que, bon, là, ici, je ne discute pas de la durée du mandat de ces gens-là. Ce serait une durée de mandat quand même assez longue. Et puis, d'autres sujets comme ça, plus techniques, je parle de ses pouvoirs, là, parce que ces autres questions-là sont un peu, bon, il faut en discuter, là, mais c'est peut-être un petit peu... après avoir décidé qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir, on peut déterminer ces éléments-là. Mais... qu'est-ce que je voulais ajouter? Bon, par rapport à l'exécutif lui-même, donc au gouvernement lui-même, il y a des choses que je ne mentionne pas ici parce que, mais comme je le disais, il va être possible d'attribuer d'autres pouvoirs à cette assemblée-là. Par exemple, je sais que je n'allais pas le mentionner, mais je me lance un peu dans la chose. On pourrait imaginer, disons à mi-mandat, qu'une assemblée comme ça soit commissionnée de déterminer dans quelle mesure les promesses électorales et le projet de gouvernement ou même l'annonce qu'on fait, comment on appelle ça, donc quand le gouvernement arrive, il fait comme un premier discours pour dire qu'est-ce qu'il va faire durant son année, durant son mandat, d'analyser ces documents-là, et puis de voir ce que le gouvernement a fait à partir de à mi-mandat ou vers la fin du mandat. Ce ne serait pas impossible d'avoir des types de contrôle un peu comme ça sur l'exécutif. Mais là, il ne faut pas oublier non plus que ça ajoute peut-être à la tâche de cette assemblée-là, mais c'est une question qui reste un peu ouverte, qui resterait à étudier d'une certaine manière. Dans quelle mesure cette assemblée-là pourrait plus directement contrôler le gouvernement qu'en contrôlant simplement la production législative. Il faut dire que la production législative, c'est très important, c'est l'essentiel là, pour beaucoup de choses, et qu'il y a beaucoup de matériel qui se brasse là, puis quand on change les lois, ça a une importance très grande. Et donc, l'essentiel reste quand même là. Mais il y a une autre question par rapport à l'exécutif lui-même qui pourrait être posée. Par exemple, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, mais là, prenez-le plus comme un peu une réflexion potentielle. Si on avait une procédure d'impeachment
au Québec un peu de, je ne sais pas comment on appelle ça en français, j'oublie, là, mais quand un élu dans la position du premier ministre, par exemple, a commis une faute grave, hein, ou qu'on veut investiguer sur cette personne-là, ben là, on pourrait avoir, encore une fois, une avenue possible pour le faire. Je l'ai un peu mentionné avec les commissions d'enquête, mais on pourrait imaginer une procédure aussi destinée à l'exécutif qui nous permettrait d'avoir une mainmise solide sur ce type de comportement-là. Par exemple, hein, si on avait un système comme ça pendant le gouvernement de Jean Charest, hein, on aurait pu amener Jean Charest devant une commission pour lui, hein, puis aller voir tout ce que ce monsieur-là a fait au Québec, par exemple. Hein, puis se mettre à investiguer pour voir là où il y avait anguille sous roche, au lieu de le laisser partir puis de s'en tirer indemne comme ça s'est produit au Québec. C'est pour donner un exemple, là, mais on peut imaginer la même chose avec Trump aux États-Unis, ou Bush, ou Harper, ou etc., etc. Hein. Quand il y a des personnes comme ça qui s'aventurent à faire des choses comme ça, il y aura un organe là, pour s'assurer qu'il puisse y avoir un contrôle. Encore une fois, hein, des personnes comme ça, dans un régime comme je suis en train de suggérer, c'est pas exactement pour dire qu'ils n'existeraient pas, mais ils devraient faire beaucoup plus attention et leur capacité d'agir de manière croche, essentiellement, hein, serait beaucoup moins grande du fait même de l'existence, de la possibilité d'un contrôle comme celui-là. Puis encore une fois, ça aurait une fonction dissuasive. Hein. Bon, ceci pour dire que je pense que pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. Hein. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut aussi avoir une assemblée comme ça au niveau du législatif. La plupart des réflexions dans les 20 dernières années ou les 30 dernières années qui se sont faites, peut-être les 40 même, qui se sont faites sur l'utilisation du sort dans nos systèmes politiques, ont mis l'accent sur le législatif. Dans ma pensée, j'ai mis l'accent sur le constitutionnel, puis ensuite le législatif, mais il ne faut pas négliger, bien sûr, cette dimension-là qui est quand même centrale à nos États, hein, à nos gouvernements. Et donc, ce que j'ai présenté ici est essentiellement hein, la grande ébauche de ce projet-là. Dans la présentation qui va suivre, je vais me pencher sur une autre question qui est bien intéressante, hein, qui est celle de la nomination des juges et aussi du contrôle constitutionnel des lois et de l'interprétation des lois essentiellement qui se fait devant les tribunaux. Hein, et puis proposer là, cette idée-là d'une cour citoyenne au Québec qui s'assure, entre autres, là, notamment que le pouvoir d'interpréter la Constitution ne sorte pas des mains du peuple hein, et qu'elle n'est pas remise entre les mains des élus. Et donc, ça va être le sujet de la prochaine présentation.